Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous nous baladons sur le continent numérique avec le professeur Olivier Servet, professeur d'anthropologie à l'Université catholique de Louvain. Professeur Servet, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de ce continent numérique, on pourra avoir une crainte d'atomisation, vous l'avez très bien démontré dans les différentes capsules précédentes. Comment est-ce que se construit une communauté donc où la sociabilité, la socialisation va pouvoir se vivre sur ce continent numérique ? Alors ça, c'est tout à fait neuf par rapport à ce que l'anthropologue a pu observer par le passé dans des groupes humains où le corps était le médium et où aujourd'hui on a un nouveau médium qui se rajoute au corps. J'ai parlé de prothèse dans les capsules précédentes et je pense que ce terme est tout à fait approprié. Alors quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là au tournant des années 2000 et 2010, je me suis immergé comme tout anthropologue, puisque notre outil de base c'est le corps, l'observation participante, donc l'immersion dans un groupe humain, c'est vraiment sur la longue durée, c'est notre outil de référence comme scientifique. Et donc je me suis dit, pour observer ces réalités où là, mon corps va m'être un peu particulier, puisque ça va être mon corps, mais je vais aussi devoir travailler avec un ordinateur pour m'immerger comme eux. Et donc j'ai décidé de les accompagner. Alors souvent, on me dit « Est-ce que tu étais joueur ?» Je dis non, je n'étais pas joueur, même si je fais partie de cette première génération socialisée aux jeux vidéo dans les années 80. Mais je n'étais pas le meilleur joueur et je n'étais pas un grand joueur. Mais ça m'interpellait, notamment chez mes étudiants. Dans mon auditoire, j'avais des étudiants qui continuaient à manifestement beaucoup utiliser l'ordinateur, mais pas seulement pour prendre notes. Et donc je me suis dit « Il y a quelque chose qui se passe », aux pauses j'ai été les voir et ils continuaient à jouer tout en suivant mon cours. Ils avaient des très bons résultats aux examens oraux, donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'étrange là, ils sont en train de faire deux choses en même temps, ils sont cognitivement dans un rapport différent du mien, ils peuvent se concentrer sur deux choses à la fois, et ce besoin de rester connecté avec d'autres, là, ça m'a interpellé. Alors, j'ai commencé une immersion dans un groupe humain, un groupe de joueurs d'un jeu qui est ce jeu World of Warcraft. Il existait depuis 2004, je suis arrivé là en 2009, 2010, et puis j'ai rejoint une communauté qui est la même depuis ces 7 années, en 2010. Il s'appelle les Dragons Immortels. C'est une guilde donc de joueurs plutôt, on va dire, sociaux, comme on dit. Ça veut dire que leur objectif, ce n'est pas la performance à tout prix, c'est plutôt la bonne entente et de pouvoir avoir un loisir partagé ensemble chaque semaine, avec des hauts et des bas selon les sorties des extensions de ce jeu, puisque l'avantage de ce continent numérique-là, en tout cas de ce sous-continent numérique qu'est World of Warcraft, c'est que tous les 2-3 ans, on a une extension du monde. En fait, on vous recrée un nouveau continent qui s'étend, et donc les joueurs, selon qu'ils ont un peu fait le tour du monde tel qu'il existe, au bout d'un moment, leur pratique diminue, et puis quand une nouvelle extension arrive, ils reviennent pour revisiter, réexplorer ensemble cette extension du monde. Donc je les ai accompagnés et j'ai choisi cette communauté à partir d'une caractéristique qui était très importante pour moi, parce que dès le départ, je me suis dit, mais c'est quoi la nature du lien en fait qui se joue là? Est-ce que c'est un sous-lien social ou est-ce qu'on peut dire en fait que c'est un lien comme les autres, voire c'est un lien différent mais tout aussi puissant, tout aussi fort? Et j'ai choisi une communauté qui d'abord existait déjà depuis quelque temps, donc quand je les ai rejoints, ils existaient depuis plus d'une année. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'origine, c'était une communauté d'avatars féminins et même de joueuses. Et donc, elles étaient peu nombreuses, mais c'était que des joueuses. En tout cas, elles se voulaient joueuses, même si c'était difficile de contrôler si c'était des joueuses, parce qu'elles avaient un avatar, mais au fond, qui était vraiment derrière l'avatar? Elles espéraient que ce soit des joueuses, mais ça n'en était pas nécessairement. Et puis, quand la première maître de guilde, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, a décidé de passer la main, parce que une communauté, il faut la gouverner, c'est-à-dire en fait il faut l'animer, il faut l'alimenter, il faut être médiateur des conflits, il faut organiser les activités communes, etc. Ça prend du temps. Et donc quand elle a souhaité passer la main, aucune de ses compagnes n'a souhaité reprendre, et donc elle a passé ça à son frère, qui était un garçon qui jouait une fille et qu'elle avait accepté dans cette communauté de joueuses. Et il est arrivé ce qu'il arrive souvent quand un garçon reprend la main. Au bout de 6 mois, il n'y avait plus que des garçons presque dans cette communauté. Alors ce qui m'intéressait aussi, c'est que
joueurs ne se connaissaient pas physiquement pour la plupart. Il y avait l'un ou l'autre qui s'était croisé ou qui se connaissait un peu, mais l'essentiel de cette communauté qui rassemblait une centaine de joueurs, environ 300 avatars en moyenne, 300-400 avatars, mais plusieurs ont plusieurs avatars dans la communauté. Donc au total, j'avais évalué une centaine de joueurs. Ils ne s'étaient jamais vus physiquement. Et je les ai accompagnés, parfois chaque soir, parfois même des journées entières. Grâce à des subsides du FNRS, j'ai pu vraiment faire une vraie immersion, parfois 10, 12, 14 heures par jour, pendant plusieurs mois et au total pendant plusieurs années. Et je les ai accompagnés pendant 2 années sans qu'ils se soient rencontrés physiquement. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se lie, qu'est-ce qui se noue entre ces personnes-là, alors que physiquement ils ne se voient pas? Alors ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a la parole quand même, puisque le logiciel avait intégré, et les joueurs avant lui avaient utilisé des logiciels de communication vocale qui leur permettaient quand même d'avoir la voix. Mais on sait très bien que la voix médiatisée par un amplificateur et par des baffles ou par un casque, c'est jamais totalement la même voix, donc on est déjà dans une transformation du corps. Et puis ça s'arrête là, donc c'est quand même assez maigre par rapport à tout ce qu'est l'appréhension d'un corps quand on est dans un corps à corps ou dans un tête-à-tête, les yeux dans les yeux. C'est un peu différent quand on est uniquement avec ces éléments-là. Et puis l'essentiel, c'est l'avatar, en fait, ce substitut numérique qui est notre intermédiaire. Et au bout de 2 ans, en 2012, en fait, je leur ai proposé qu'ils se rencontrent. Et donc j'ai financé leur venue. Ils sont venus à mon université, à Louvain, Louvain-la-Neuve. Et pour la première fois, la plupart d'entre eux se sont rencontrés. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer là? Ils viennent de milieux sociaux totalement différents. J'ai des chômeurs longue durée, j'ai des ingénieurs de haut vol, j'avais des conducteurs de train. Je les avais d'ailleurs souvent appelés des déphasés sociaux, parce que la plupart de cette communauté-là, ils venaient dans ce groupe humain parce qu'ils avaient des métiers, des professions de travailleurs à pause, de conducteurs de manière déphasée dans les transports en commun. Quand vous commencez très très tôt, 2h, 3h du matin, qu'à 11h, vous êtes rentré chez vous, et puis vous vous dites, bon, je dors quelques heures, et puis qu'est-ce que je fais? La plupart d'entre eux, ou alors ils étaient à l'autre bout du monde, en décalage au niveau horaire. Et en fait, ils trouvaient là une communauté qui partageait en fait leurs contraintes de vie, et ils avaient des amis alors que la plupart de l'horaire métro-boulot-dodo ne leur était pas du tout adapté. Donc je me suis dit, bon, on a certes ce partage d'une passion commune, certes on a ce partage d'un temps en fait social qui est ce temps du loisir partagé, mais alors on a des profils radicalement différents, on a des profils sidérants de diversité. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont venus chez moi, ils sont arrivés un vendredi et j'étais abasourdi. C'est comme si c'était quitté hier. Alors la plupart se fréquentaient depuis 2 ans, la plupart du temps toutes les semaines, pas tous les jours. Et en fait, malgré leur diversité culturelle, sociale, de niveau de formation, de genre aussi, en fait, ils se sont gérés absolument parfaitement. Et je dis ça, c'est vraiment l'exemple même du CV anonyme, en fait. On se jauge par ses performances dans le groupe, par la confiance qu'on élabore dans des missions partagées, qui sont des défis communs, en fait, parfois assez difficiles. On apprend à s'ajuster, on apprend à respecter des règles qu'on co-construit en groupe à distance, et puis petit à petit, on en arrive à construire des valeurs pour le groupe, et ces valeurs deviennent des valeurs qu'on partage, des valeurs qui nous rassemblent, et quand après, il y a le corps et plus l'avatar, on se rend compte que tout ce filtre de la construction d'une manière de vivre en communauté, elle permet en fait de vivre avec le corps, sans jugement de l'autre, alors qu'on est gros, qu'on n'est pas beau, ou au contraire qu'on est musclé et beau, et sans complexe parce que c'est d'abord l'ami qu'on a construit dans sa tête. Et je dis souvent, ce qui m'a frappé, c'est que moi d'abord, tout le monde m'appelle par mon pseudo d'avatar, Aaron, et pas du tout Olivier. Et de même, je les appelle par leur pseudo et pas par leur prénom, parce que je suis incapable, mon cerveau a construit d'abord une identification à la voix et une identification au prénom qu'ils se sont donnés, et pas leur prénom qu'on pourrait dire réel, ou en tout cas de la vie en société classique de la carte d'identité. Et ça m'a totalement bouleversé parce que je me suis rendu compte en fait que le poids du logos, dirait-on, de la parole, de l'échange de la parole est
capital comme construction de qui nous sommes comme humains et comme groupe d'humains. Malgré toutes ces différences, malgré... il y avait aussi des Québécois, des Belges, des Suisses, des Français. J'en ai pas parlé, mais ça contribue aussi à construire de la diversité. Ben, malgré tout ça, j'avais l'impression d'être face à un collectif, face à un groupe humain qui vivait en fait avec ou sans le corps, de la même manière, une vie en collectivité, une vie ensemble. Donc le lien social est bien là. Extrêmement fort, extrêmement fondamental. Et en fait, la parole est l'élément clé pour moi dans la construction du lien social. Elle est fondamentale. Et de nombreuses philosophies ou religions ont parlé en fait de cette parole. Et c'est intéressant de voir que les technologies nous amènent à les retrouver en fait. Et là, on a presque des cas uniques de comprendre qu'est-ce qui distingue le corps dans sa globalité de la parole en fait de manière séparée. Et c'est effectivement tout à fait intriguant et en même temps je trouve ça beau en fait. Olivier Servet, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. À très bientôt.